On va rester dans les syndromes cave supérieure avec le traitement qui va être proposé par le docteur Leroussi. Donc prise en charge chirurgicale et endovasculaire du syndrome cave supérieure. Bonjour tout le monde. On va voir maintenant comment on peut traiter les syndromes cave supérieure une fois que c'est constitué chirurgicalement par deux voies. Alors, chirurgicalement, il y a la chirurgie conventionnelle où on ouvre le patient et la chirurgie endovasculaire. Ça a déjà été dit plusieurs fois, je vais juste revenir rapidement. La définition, elle est clinique. C'est un ensemble de symptômes observés par l'obstruction du retour veineux cave supérieur. Et la clinique va dépendre de la vitesse d'installation, du degré d'obstruction, si c'est une sténose serrée ou une thrombose complète, et de la qualité des suppléances, si elles sont présentes ou pas. Et selon le temps que met l'obstruction à se faire, il y a le temps ou pas que ces collatérales se développent. Et on voit ces patients avec un circuit collatéral sous la peau. Plusieurs mécanismes, compression extrinsèque, anomalie de la paroi ou cause endoluminale. Alors, historiquement, le premier syndrome cave supérieur décrit, c'était un anévrisme syphilitique. Alors évidemment, maintenant, quand vous voyez un syndrome cave supérieur, ne pensez pas en premier à un anévrisme de l'aorte syphilitique. Là, c'était l'anévrisme syphilitique qui comprimait la veine cave supérieure qui est ici laminée. Dans les années 50, ça représentait encore 30% des syndromes cave. Évidemment, avec l'avènement des antibiotiques, les étiologies ont bien changé. On l'a vu, beaucoup d'étiologies malignes, quelques étiologies bénignes, et de plus en plus sur cathéter. Pour les étiologies malignes, je ne vais pas y revenir, on en a parlé. Cancer à petites cellules, non à petites cellules, quelques lymphomes, et dans les étiologies bénignes, des médiastinites fibrosantes et de plus en plus de cathéters. Évidemment, avec le temps, étant donné qu'on met de plus en plus de cathéters dans les patients, il fallait s'attendre à ce que ces cathéters soit se thrombosent, soit donnent des thromboses. Et effectivement, quand on regarde le nombre de cathéters posés et le nombre de publications qui sont faites sur des thromboses sur cathéter, c'est parallèle. Il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il faut poser le cathéter ? Et comme on le disait justement avant, de ne pas se dire qu'un PICC line c'est une voie veineuse améliorée. C'est pas une voie veineuse améliorée, c'est un cathéter veineux central. Les voies de suppléance, c'est un peu barbare, mais juste rapidement pour voir selon l'endroit où se thrombose la veine, plusieurs réseaux collatéraux vont se mettre en place. Quand l'interruption se font sur les troncs veineux brachiocéphaliques à droite ou à gauche, ce sont des anastomoses transverses qui se font avec les systèmes jugulaires et les veines thyroïdiennes. Quand l'obstruction se fait en amont de la veine azygos, les collatérales qui se mettent en place, ce sont les veines intercostales supérieures, les myazégos, le plexus périrachidien, et ça remonte dans le réseau inférieur par la veine azygos. Et la dernière possibilité, c'est une thrombose ou enfin une compression au-dessous de la veine azygos. À ce moment-là, ça passe par les veines thoraciques internes, la veine épigastrique, et ça remonte avec la veine azygos et les veines lombaires ascendantes. Donc c'est ce qui fait ces collatérales qu'on voit sur le patient. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un syndrome cave supérieur ? Les traitements endovasculaires ont été décrits d'abord dans les années 80. Le but, c'était de garder l'anatomie, à la fois de voir l'anatomie vasculaire, parce que quand on a piqué, qu'on a mis un cathéter, on peut faire une cavographie pour voir exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des collatérales ? Est-ce qu'il y a du thrombus ? Est-ce que c'est thrombosé, sténosé ? De pouvoir traiter, dans certains centres, on peut faire même des thrombolises. Et une fois qu'on traite un syndrome cave supérieur en endovasculaire, on voit une efficacité qui est nette et qui se fait assez rapidement. On voit le patient dégonfler sur quelques jours. Les avantages, c'est que c'est assez peu invasif. On va voir plusieurs voies d'abord. C'est reproductible. On peut derrière faire une chirurgie ouverte si c'est nécessaire. Les indications, ça va être quand c'est aigu et sévère, avec des étiologies souvent des étiologies bénignes. Quand ce sont des étiologies malignes, c'est le traitement de l'étiologie qui va être efficace. Ou alors, des fois, on peut le faire pour soulager le patient dans des tumeurs qui sont peu sensibles à la radio, à la chimiothérapie, pour en tout cas que ça soit un peu plus confortable pour le patient. À ce moment-là, on est plutôt en situation palliative, mais c'est important pour le confort. On peut traiter également lorsqu'il y a des pontages, des sténoses de pontage. On va le voir aussi.
Alors, comment ça se passe? C'est peu invasif, ça se fait sous anesthésie locale au bloc opératoire. Il faut un monitoring, donc il ne faut pas se dire que comme c'est sous anesthésie locale, c'est pas grave et on le fait tout seul au bloc. Souvent, la problématique quand on est au bloc et qu'on fait un patient qu'on opère sous anesthésie locale, on dit qu'il n'y a pas besoin de consultation d'anesthésie, on est tout seul, il n'y a pas d'anesthésiste, pas d'IAD, parce que c'est pas grave, parce que c'est sous anesthésie locale. C'est pas du tout le cas. Là, c'est un patient grave, on le fait sous anesthésie locale parce qu'il est trop grave. Et donc, il faut qu'il soit surveillé par un anesthésiste. Les taux de complications mineures sont moins de 10%. Ça va être des rosténoses, des thromboses, des hématomes au niveau du point de ponction. Souvent des petits problèmes qu'on peut régler. Les complications majeures sont majeures au niveau de la gravité. Ça va être des ruptures cave supérieure, tamponnade, migration intra-auriculaire, hémorragie importante, embolie pulmonaire massive. C'est très rare, mais les suites sont souvent malheureusement fatales et il peut y avoir des complications tardives, mais inhérentes au traitement qu'on va mettre en place après, à l'anticoagulation. C'est une complication de ce type de revascularisation, mais aussi c'est une complication du traitement médical intrinsèque. On va utiliser pour cela des introducteurs, des sondes. On va mettre en place des stents non couverts auto-expansibles. On peut en mettre plusieurs, un derrière l'autre. On va adapter le diamètre au diamètre de la veine qu'on traite. Les voies d'abord, on peut passer soit par la veine fémorale si c'est nécessaire, si tout est bouché en haut, ou on peut passer par la veine jugulaire interne, par la veine sous-clavière, par la veine basilique, pourquoi pas, même si elle est plus petite. Il faut un bolus d'héparine au moment du geste. On utilise des guides. Avec des sondes, on va franchir la sténose. D'abord, on fait une cavographie pour voir où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. On franchit avec des sondes un peu plus rigides. On gonfle des ballons à l'endroit de la sténose. Souvent, on va essayer de mettre en place un guide qu'on appelle stiff, des guides un peu plus durs. Comme ils sont rigides, ils ne se plient pas quand on passe le matériel. Et ensuite, on va poser un stent si c'est nécessaire avec des résultats qui sont plutôt bons. Certains centres spécialisés font de la thrombolyse in situ. Alors ça va dépendre de l'endroit où on atterrit, mais on peut mettre en place un cathéter, mettre une sonde multiperforée dans le thrombus et à la seringue électrique passer du produit thrombolytique. Il faut faire des contrôles plusieurs fois par jour pour vérifier où on en est et l'enlever le cas échéant. Ça se fait vraiment dans des centres très spécialisés. Il faut avoir l'habitude. Le résultat est bon, avec une cohérence clinique avec la réussite technique. Si on voit qu'on a mis un stent et que le stent est perméable, généralement on est à peu près sûr que dans les jours qui suivent, le patient va dégonfler. Quand on est en situation palliative, il n'y a pas de gain sur la survie. Ça recommence dans 10% des cas, mais on peut réintervenir, on peut redilater si nécessaire et éventuellement on peut opérer derrière, c'est pas un problème. Les résultats sont plutôt bons, avec des bons succès techniques, plus on voit les études sont récentes, plus les succès techniques sont bons, des bonnes perméabilités et des bons résultats cliniques. Donc c'est quelque chose qui est assez satisfaisant quand on peut le faire. Effectivement, des fois, quand c'est des thromboses chroniques avec des thrombus qui sont très durs, il peut arriver qu'on n'arrive pas du tout à franchir la sténose, l'occlusion plutôt. On peut aussi faire des traitements chirurgicaux conventionnels. Alors souvent, on va essayer de le faire dans le cas de possibilité de résection R0, c'est-à-dire que quand on peut, on traite le syndrome cave supérieur en même temps qu'on traite le patient. Pour les tumeurs, on enlève en même temps la tumeur. Pareil pour les cancers. Ce sont des procédures qui se font sans circulation extracorporelle. On peut réintervenir après. Alors plutôt en endovasculaire parce que il faut avouer qu'en chirurgie, retourner dans un thorax déjà ouvert, tout collé, c'est quand même pas évident, mais c'est possible. Avec des taux de complications qui sont aux alentours de 5%, ça ressemble un peu à la chirurgie aortique, mais des taux de perméabilité qui sont plutôt bons. Les voies d'abord, ça va être des thoracotomies postérolatérales, des sternotomies, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, de la chirurgie associée. Quel type de reconstruction on peut faire? Alors quand il n'y a pas un envahissement complet, quand on peut faire un clampage comme ça latéral, on essaie de le faire parce on continue, la veine continue de circuler derrière, on clampe, on résèque le petit bout et on referme avec un surjet de fil non résorbable, c'est plus gentil. Ça on peut le faire dans les envahissements cave partiels. Si on doit faire des traitements de sténose fibreuse
qui sont courtes, peu serrées. Quand il n'y a pas de thrombose derrière, on peut ouvrir et refermer avec un patch. On peut utiliser un patch veineux autologue, un bout de veine saphène ou pourquoi pas du péricarde autologue, c'est juste à côté, donc on peut le prendre. Si il y a une thrombose complète ou un envahissement, on peut faire des remplacements de la zone où on fait des pontages tronculaires, on libère la confluence, on libère la zone avec la jonction atriale, on clampe, on retire la tumeur en même temps que le bout de veine cave et on le remplace. Alors soit par un greffon autologue, on peut utiliser du tronc veineux brachiocéphalique, on peut utiliser des troncs, donc le tronc innominé ou une veine saphène, on va le voir un petit peu plus loin, ou un bout de prothèse. Quand on doit refaire complètement la confluence, on ne fait pas comme dans les pontages artériels où on peut se brancher comme ça sur des prothèses de petit diamètre. Là, les flux sont très faibles et il y a des compétitions de flux qui font que ça se thrombose. Donc si on veut faire ça, en fait, on fait ça plutôt. Et on se branche avec 2 tuyaux différents dans l'auricule. On parlait des substituts vasculaires, donc en année là, ce qu'on peut faire des fois, c'est utiliser une veine spiralée. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais en fait on prélève la veine saphène, mais comme son diamètre est trop petit, on la coud en spirale autour d'un tuyau, d'un drain, pour que le diamètre soit plus grand. Ou alors on peut utiliser des allogreffes iliocaves ou la veine fémorale du patient, sinon un greffon en PTFE ou en dacron, donc ça c'est des prothèses. Beaucoup plus rarement, ça c'est historique, j'en ai jamais vu, ça existe. On fait des pontages extra-anatomiques, un peu comme pour les pontages axillo-fémoraux qu'on fait pour les artères. Ça existe aussi pour les veines avec des pontages saphéno-jugulaires ou entre la veine jugulaire interne et la veine fémorale. Alors la problématique qu'il va y avoir après le traitement, ça va être le bénéfice de l'anticoagulation à court à long terme. Ce sont des patients qui vont être, une fois qu'ils ont eu le stent, sous antiagrégant pendant quelques temps et ensuite sous anticoagulant. Il faut se poser la question, est-ce qu'on peut le faire, surtout chez des patients qui ont des métastases cérébrales par exemple? Parce que si on ne les traite pas et qu'on met en place le stent, on s'expose aux récurrences et aux thromboses aiguës. Alors bon, un petit algorithme de décision, mais bon, c'est surtout ici qu'il faut regarder. On peut, lorsque c'est non aigu et qu'il y a du thrombus, traiter par ballon. Alors ballon simple, c'est assez rare, on va souvent mettre des stents et c'est surtout pour voir le traitement après qu'on peut donner. Donc des antiagrégants plaquettaires pendant 1 à 6 mois, il n'y a pas de règle, mais bon, souvent on les donne 1-2 mois. Même pour les stents dans les artères, ça va dépendre des gens, mais c'est aux alentours de 1 mois. Et les anticoagulants au long cours, mais là je me réfère plus aux médecins qui ont plus l'habitude de traiter les thromboses veineuses des membres. Et c'est fini. Merci Gilles pour cette revue, je dirais, très exhaustive des possibilités techniques à la fois endovasculaires et chirurgicales directes. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Pour le stenting, entre aigu et chronique, c'est quoi le délai? Ou les critères ou les... Je pense que ça va dépendre surtout du résultat aussi qu'on a au moment où on dilate. Si c'est une sténose chronique, on va avoir plus tendance à mettre des stents. La définition, pour toi, à partir de quel moment ou combien de temps tu vas attendre pour te dire là je vais discuter un traitement endovasculaire? Tu dis là je suis en chronique, je suis pas dans du thrombus frais, est-ce que tu te sers de l'imagerie, de la clinique? Quels sont les critères les plus importants? La clinique et aussi après au niveau au moment où on fait l'examen, la carbographie, on peut avoir la décision au moment où on a posé le cathéter, on a fait son injection, on voit si on a réussi à franchir ou pas. Des fois c'est dur à dire, savoir si c'est chronique ou aigu, donc ça va dépendre vraiment de notre résultat au moment. Et finalement des fois on se dit que ça va être mou, ça va bien se détendre juste avec un ballon, mais c'est pas suffisant, on va mettre un stent, il faut qu'on sorte de la salle avec quelque chose de perméable et d'acceptable. Donc on va finalement se fier aux résultats qu'on a au moment où on dilate plus à ce qu'on pourrait faire, on va pas se dire c'est chronique, on va mettre un stent ou pas mettre un stent. Et tu utilises quoi comme stent? Des wall stents? Ou plutôt le wall stent, ouais. Gros diamètre.
Il y a d'autres stents qui ont l'agrément veineux maintenant, les Z-stents, etc., qui sont bien. Moi, j'ai une petite question technique. Nous, on a une approche un peu différente entre chronique aiguë. Je pense qu'il y a les syndromes caves tumoraux, que le cancer est actif. Là, on n'a pas trop de choix. En général, le patient est symptomatique. On peut discuter 48 heures, 3 jours d'anticoagulation, de mettre en place un traitement, une chimio dans certains cas, quand c'est possible. Et puis, on le fait si ça ne marche pas ou quand il y a un petit peu moins de thrombus, quand il y a du thrombus. Et puis, en chronique, par contre, on a vraiment tout le temps. Et ce sont des patients, je pense que tu nous en parleras, Philippe, qui posent vraiment des problèmes et beaucoup de récidives après angioplastie et après stenting. Un patient qui a un cancer du poumon, qui a une thrombose, est-ce que tu rétablis la continuité dans les 2 axes veineux inominés ou tu conseilles de mettre un seul stent? Si c'est résécable, si on peut le traiter en même temps, on enlève tout et on reconstruit au mieux de l'anatomie. S'il faut refaire les deux, on refait les deux pontages. Mais il faut que quand on le fait chirurgicalement, il faut qu'il y ait un but thérapeutique. On ne va pas ouvrir pour quelque chose qui est juste symptomatique. Et à ce moment-là, on va faire plutôt de l'endovasculaire qui est moins invasif et essayer de gagner le plus possible. Et en endovasculaire, dans ce type de situation, il n'est pas recommandé d'ailleurs de traiter les 2 côtés, c'est juste rétablir une voie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la gravité de ces patients. En 20 ans, j'ai vu 3 décès. Et ce n'est pas des patients qu'on peut faire en ambulatoire. Le premier n'était pas immédiat, il était retardé. Le patient a eu mal dans son lit. Et l'interne qui est venu a regardé l'angiographie puis la cavographie, a dit mais c'est normal, il a fait une embolie massive pendant le stenting puisqu'on ne voyait plus une branche de l'artère pulmonaire. La fibrinolyse, le patient il est mort de suite parce que c'était le cancer du poumon qui a engainé la branche et pas l'embolie pulmonaire. Donc nous, dès qu'on a un souci en salle, et c'est arrivé 2 autres fois où il y avait une tumeur très, très, très envahissante qu'on a stenté, un des patients s'est mis à cracher du sang, le deuxième a eu mal. Et on a fait tout de suite une écho cardiaque, on a vu qu'il y avait du sang dans le péricarde et là ça vaut la peine d'avoir quand même un stent couvert et un cardiologue qui va drainer le péricarde tout de suite sur la table et les 2 s'en sont sortis. Voilà, merci. C'est important, hein. Il faut pas, encore une fois, il ne faut pas se dire c'est un petit geste parce que c'est sous-local et on fait juste une ponction dans une veine. Hein. C'est quelque chose de grave aux conséquences qui peuvent être graves. Et pour le risque de migration dans la valve tricuspide, avec les wall stents qui peuvent glisser, moi, quand c'est mes jeunes chefs et PH, je les oblige à faire ce qu'on appelle un téléphérique. C'est-à-dire, ils ont le guide qui va du bras et je ne veux pas savoir parce que dans mon hôpital, ils s'en posent pas mal. Tout le monde est amené parfois à en poser en urgence. Et au moins, je ne veux pas qu'il y ait ce genre de... Avec un téléphérique, il ne peut pas partir. Hein. Un téléphérique, on prend le guide va de la veine jugulaire, par exemple, et on le récupère à la veine fémorale. Donc le stent est posé le long du guide, il ne peut pas partir dans l'oreillette. C'est peut-être compliqué de le récupérer. Lors d'un précédent congrès à Acvoy, vous nous aviez expliqué tous les progrès des endoprothèses artérielles, notamment aortiques au niveau des artères rénales. Il y avait possibilité de déployer en intraluminal des ramifications. Est-ce que vous avez l'équivalent au niveau pour la veine cave? Non, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de choses comme ça au niveau veineux. On met des stents non couverts, simples. D'ailleurs, les wall stents, ce qu'on met souvent, c'est les plus simples. C'est ceux qu'il y avait il y a un moment. Et il n'y a pas de nécessité de faire des reconstructions avec les bifurcations construites pour le patient, comme on fait par exemple pour les endoprothèses fenêtrées ou des choses comme ça. Non, c'est pas le cas sur les veines à cet endroit-là. Voilà, bon, maintenant on te remercie, hein, c'était très, très intéressant.